Voilà, sans plus attendre, je vais inviter à monter sur scène Rosen Mérien. Émilie Cuchel, elle, va nous rejoindre à distance. Julie Valin, ce sera une vidéo. Aline Vidali, Michel Éluvert et Benoît Coquille, sous vos applaudissements. Bien, donc le sujet de ce matin, si je crois le référentiel des métiers de la jeunesse du CNFPT, pas moins de 15 métiers différents, et je compte pas les professionnels qui, dans le cadre de leur mission quotidienne, sont au contact des jeunes. On se dit que les métiers de la galaxie jeunesse ont besoin d'une forme de mise en cohérence, mais tous autour de cette table, ben, vous allez nous donner votre regard là-dessus. Et puis on va commencer tout de suite avec Rosen Mérien, qui est présidente de l'ANDEV, qui est l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes, donc des gens qui, à titre personnel ou même leurs équipes, sont au contact quotidien des jeunes. Rosen Mérien, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Et la réforme du BPGEPS telle qu'elle démarre, Aline Vidali nous en dira plus, mais est-ce qu'elle va dans le bon sens? Oui, mais vous choisissez, hein. C'est allumé. C'est bon, c'est allumé. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être au Noche Pro à Vichy. Je découvre Vichy et c'est un vrai plaisir et je suis très impatiente des temps d'échange qui vont suivre. Alors, sur la question des métiers de l'animation qui sont donc effectivement en transition, moi j'aurais envie de démarrer sur le fait que par rapport à un questionnement dont on a discuté encore hier à table, est-ce qu'on peut être animateur toute sa vie? Et est-ce qu'on peut être animateur jeunesse toute sa vie? Et c'est des questions que j'ai encore entendues. Alors on en a échangé hier soir à table et c'est une question qu'une de mes collègues m'a encore posée hier. Et c'est vrai que cette question, elle me déconcerte à chaque fois et il y a des moments où je suis presque fatiguée d'y répondre. Parce que en posant cette question, en fait, on remet en cause l'existence même du métier d'animateur. On le remet en cause et quelque part, on est dans une situation où on ne reconnaît pas l'ensemble de ces métiers qui sont des métiers pourtant dans un service public qui est particulièrement fragilisé. L'animateur, les animatrices, c'est en règle générale les derniers représentants d'une institution publique au cœur des quartiers. On va y trouver les animateurs dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les MJC, mais également en milieu rural. C'est-à-dire que celui qui va rester, eh bien, c'est l'animateur ou l'animatrice qui va être l'espace de lien social entre les jeunes et les institutions publiques. Donc en fait, cette question de la reconnaissance du métier, eh bien, je pense qu'elle ne se pose pas au regard des enjeux de cohésion sociale sur lesquels interviennent les métiers de l'animation. Donc, sur la question de la transition, je pense qu'on a d'abord, en premier lieu, à poser la question de cette reconnaissance. D'ailleurs, c'est ce qui était évoqué dans le petit paragraphe introductif, et un enjeu de reconnaissance qu'on doit accompagner à travers la question du statut, la question de la précarité, de la réduction de la précarité, la question des temps de travail aussi, avec des temps qui restent morcelés. On l'évoquait aussi, la question de la confusion qui existe encore entre animation volontaire et animation professionnelle. Je pense que c'est deux secteurs qui méritent d'exister, mais qu'il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que l'animation volontaire, c'est effectivement un processus d'engagement des jeunes. Le BAFA à 16 ans en fait partie. L'animation professionnelle, elle peut être la suite de l'animation volontaire, mais pas forcément. Elle peut s'inscrire, on peut avoir des jeunes qui s'inscrivent directement dans une dynamique en fait de vouloir devenir animateur. Donc je pense que j'avais envie de poser ça un peu en préalable. Avant même de parler de transition, on a vraiment la question de la reconnaissance et je pense qu'on n'est pas encore au bout de la démarche sur la question de la reconnaissance du métier. Sur la question de la transition que vous avez évoquée, effectivement, je pense qu'on est dans une... les métiers de l'animation et les métiers de la jeunesse ont effectivement nécessité de s'adapter effectivement à la question des jeunesses, des publics, avec des publics de 12 à 25 ans qui sont des publics très différents. Les besoins des jeunes sont complètement différents entre
un jeune qui va sortir de l'enfance quasiment et un jeune qui va être en situation d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Donc il y a nécessairement cette adaptation déjà qui est très forte, qui est plus différente quand on travaille sur l'enfance ou même sur la petite enfance. Mais là, en fait, on travaille, on part de l'enfance pour aller jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a nécessairement, en tant qu'animateur jeunesse, une nécessité de s'adapter déjà au public avec lesquels on travaille. Et puis il y a des évolutions, effectivement, dans la jeunesse. Alors on dit souvent que l'après-Covid, l'avant-Covid, ça a changé quelque part la société, ça a aussi changé probablement et impacté les jeunes avec des enjeux de santé mentale qui sont très forts, des enjeux autour de l'éco-anxiété. Enfin voilà, il y a différentes choses qui impactent probablement plus fortement les jeunes aujourd'hui, de manière différente, parce qu'on parle des jeunes, mais il y a vraiment cette question d'individualité et de besoins différents. La question du numérique qui réinterroge aussi les relations sociales et qui nécessairement interroge aussi la place de l'animateur dans ces questions-là. Et puis, pour finir, la question de l'exercice de la citoyenneté avec des jeunes qui revendiquent, et ils ont bien raison, de nouveaux modes d'engagement citoyen, considérant que le vote reste quelque part une forme d'exercice de soumission et pas forcément, ne répond pas en fait à leur volonté d'engagement. Et peut-être pour laisser la parole, on peut effectivement s'interroger sur cette volonté d'engagement et également se poser la question, enfin, il y a beaucoup de réponses sur lesquelles on a une volonté d'engagement des jeunes, beaucoup de questions sur lesquelles il y a une volonté d'engagement des jeunes. Je pense à la question de la transition écologique et sociale, la question des inégalités, sur lesquelles les générations dont je fais partie n'ont pas trouvé de réponse. Donc je pense qu'on a un vrai enjeu à réinterroger dans nos métiers eh bien, effectivement, la place qu'on laisse à la parole des jeunes, parce que si nous, on n'a pas les réponses, je ne sais pas où peuvent se situer les réponses, à part dans les plus jeunes générations. Merci beaucoup Rosane Mérien. Émilie Cuchel, en l'occurrence, on vous retrouve. Donc, vous êtes la présidente, alors il y a plein de fenêtres, voilà, vous êtes la présidente du réseau des villes éducatrices françaises. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous en dire un peu plus sur ce réseau, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, donc je suis désolée de ne pas être en présentiel. Bonjour Rosane, Benoît, tous ceux que je connais déjà. Donc effectivement, le réseau français des villes éducatrices, c'est un réseau qui regroupe les villes qui mettent leur politique publique en premier sur l'éducation. C'est-à-dire, on est à peu près 130 villes et c'est un réseau d'élus. Nous sommes pour la plupart des adjoints à l'éducation, à la jeunesse et à la petite enfance, et on réfléchit à nos politiques publiques autour de l'enfance et de la jeunesse. Alors c'est beaucoup parce que les collectivités locales, les mairies, leur responsabilité, c'est avant tout les écoles primaires. C'est notre obligation, donc du coup on travaille beaucoup là-dessus, mais effectivement en tant que ville, on a des citoyens, c'est nos jeunes, et donc on a des réflexions, on s'ouvre là-dessus sur tout ce qui est jeunesse et association. Voilà pour le réseau. Et donc, de votre point de vue, aujourd'hui, dans les pratiques quotidiennes qui sont les vôtres, vous avec vos équipes sur le terrain, quelles sont les adaptations majeures ou les évolutions que devraient enregistrer les métiers de la jeunesse? Quelles sont les nouvelles dimensions, les nouvelles problématiques peut-être auxquelles les professionnels de jeunesse et les élus s'affrontent aujourd'hui? Je prends vraiment un point de vue politique et en même temps de mon expérience personnelle, puisque j'étais directrice de centre social et ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'éducation populaire. Donc en fait, effectivement, moi ce que j'ai pu voir de mon point de vue, sans rapport sociologique ou quoi que ce soit, mais une forte évolution en quelques années. C'est un métier neuf, c'est un métier jeune, et en même temps c'est un métier qui a énormément évolué et avec les politiques publiques. Notamment, on est passé, enfin moi quand j'avais moins de 20 ans, on était dans l'emploi jeune, une force de nouveaux projets, on parlait de vie sociale, on construisait des choses. On était vraiment dans l'éducation populaire et l'imaginaire d'une nouvelle profession avec un engagement fort, puisqu'on n'était pas, on était à peine dans la réflexion de la professionnalisation et de la formation. C'était quand même présent, mais c'était dans les prémices. Et on était dans la place de l'enfant face aux loisirs, que l'enfant ne devait pas être que à l'école et devait se compléter. Donc on était vraiment dans ce prémisse-là.
Puis il y a quelques années, moi je trouve qu'en tant que changement politique publique, je vous parle bien là-dessus, il y a eu un virage qui s'est fait dans les années 2000 avec toute la démarche des grands frères que dans les quartiers prioritaires, qui aussi a du coup changé la profession, et on a voulu professionnaliser un peu plus, puisque en fait ça n'a pas forcément été tout le temps très positif, cette politique-là, dans les quartiers. Et donc, du coup, il y a eu une professionnalisation qui s'est un peu plus poussée, où là, on avait des exigences de diplôme, etc., qui s'est amenée. Puis, alors, le grand chamboulement, quand même, qui est très tardif, qui est plus récent, on va dire, c'est les rythmes scolaires. Donc, les rythmes scolaires ont amené, là, les politiques publiques, les mairies, qui n'étaient pas forcément impliquées dans toutes ces politiques-là, etc., ben, ont dû faire vraiment aller à la rencontre fortement de ce que c'était ce métier-là. Et là, il y avait une obligation tout d'un coup de mettre des animateurs dans toutes les écoles de France. Enfin, c'était assez énorme. Et donc, du coup, toutes les mairies ont dû se poser la question. Et juste avant ça, sur les politiques jeunesse, effectivement, juste se mettre d'accord qu'il y a plusieurs jeunesses aussi. Hein. On est jeune dans un quartier prioritaire, on est jeune en campagne, on est jeune au bord de la mer. Il faut aussi se mettre d'accord qu'il y a plusieurs jeunesses, donc il doit y avoir plusieurs réponses aussi différentes. Et ces rythmes scolaires ont un peu amené ce débat-là, je pense, dans les écoles, où il fallait qu'effectivement on se pose la question de qu'est-ce que c'était un enfant, et c'est pas seulement un élève, etc. Et ça a été porté politiquement, mais ça a aussi un peu, on va dire, mis en difficulté tout ce qui était éducation populaire dans le sens propre, puisque du coup on est passé dans une professionnalisation d'un coup et une municipalisation pour beaucoup. Et donc du coup il a fallu vraiment s'adapter, et on a énormément formé, énormément mis d'animateurs, etc. Et là, c'est ce que disait Rosen, toute la réflexion entre l'animateur d'engagement, l'animation professionnelle s'est posée, et ça a été une chose importante. Je ne dis pas que c'était un échec, mais je dis juste que ça a été une des difficultés des collectivités locales. Et donc, du coup, on s'est retrouvé aujourd'hui avec des postes à fort besoin de compétences administratives, partenariales, d'expertise politique. On est moins sur les postes comme on avait, on va dire, des grands frères de l'éducation populaire, où on était vraiment sur aller chercher, aller construire, mettre la place du citoyen, aller faire avec le citoyen et avec le jeune. On est plus dans une politique de commande publique, on va dire. Et ça a été effectivement assez fort là-dessus. Donc, il y a eu des changements dans les formations, on en a eu plus, tout d'un coup, on en a eu moins, puisque, en fait, retour à 4 jours pour pas mal de collectivités a mis en difficulté pas mal de fédérations qui formaient énormément, qui avaient basé un peu par manque de choix, hein, c'était leur formation. Et donc, du coup, on est plus dans ce changement-là, et qu'aujourd'hui, en fait, les fédérations doivent retrouver encore un nouveau rôle. Donc, c'est une adaptation quotidienne. Et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'animateurs je parle vraiment au point de vue collectivité, hein, prenez vraiment comme ça, sur tous les animateurs dans les écoles. Après, on parle peut-être un peu moins des animateurs jeunesse, parce qu'on a cette obligation-là de mettre nos animateurs dans nos écoles, etc. Effectivement aussi nos animateurs dans nos EHPAD. Enfin voilà, on est dans des animateurs dans les crèches, on est dans ces sujets-là. Et les réseaux des villes éducatrices, on essaie toujours d'être un peu en avant-garde, puisqu'on met nos politiques éducatives en avant. On essaye vraiment de se dire, oui, mais le jeune, l'enfant, dans nos villes, comment, en tant que citoyen, il peut se mettre en place. Et du coup, on travaille plus, beaucoup de villes aujourd'hui ont travaillé déjà sur la professionnalisation des animateurs à temps plein, mais c'est des vrais projets très lourds, parce que c'est financièrement très important, et que effectivement on est dans des difficultés, puisque aujourd'hui il y a un désengagement de l'État sur toutes ces politiques, à mon sens, hein. On a la preuve, quelques années qu'on n'a même plus le ministère de l'Éducation populaire. Mais aujourd'hui, effectivement, on est aussi dans ce désengagement qui fait que les collectivités locales se retrouvent un peu seules avec la CAF comme financeur. Et donc, c'est pas si facile, même si les collectivités, des fois, veulent amener une professionnalisation plus forte et une politique plus forte, financièrement. Et puis là, je viens d'avoir les comptes de l'État, le budget de l'État, ça va être encore pire. Donc voilà, on est dans ces difficultés-là. Par contre, on amène des réflexions plutôt aussi sur la place du citoyen, du jeune et de l'enfant sur nos espaces publics et en tant que citoyen. Donc on est plus en train, dans le réseau, de travailler sur comment faire des politiques éducatives participatives, hein, que ce soit dans les écoles, les collèges ou dans les quartiers. On amène, vous avez certainement dû entendre parler, enfin j'espère, parce qu'on le porte fortement sur
les villes à hauteur d'enfants, mais enfance aussi jeunesse, bien sûr. Et en fait, on est en train de travailler de comment nos villes qui se sont mis de plus en plus pendant des années sur une population de jeunes hommes de 40 ans, travailleurs, etc. On parle souvent de la place de la femme dans les villes, mais il y a aussi la place des jeunes et des enfants. Et je pense sincèrement, ça c'est le rôle des villes de porter ces politiques-là. Mais du coup, ça amène aussi un changement sur nos politiques publiques de volonté de la place des jeunes, c'est de l'aller vers. Et on a de plus en plus de demandes, à mon sens, après c'est vraiment un débat, des collectivités qui veulent que les animateurs jeunesse aillent sur l'espace public, aller vers les jeunes en plus en difficulté. Et là, on se retrouve plus sur la recherche du loisir, mais sur la recherche de la réinsertion. Et je me pose souvent la question si c'est pas le désengagement des services publics. Moi, j'ai commencé ma carrière, il y avait des animateurs, des éducateurs prévention dans les quartiers, il y avait la police de proximité, il y avait la CAF, il y avait, à l'époque, c'était ASEDIC, etc., Pôle emploi. Il y avait l'État dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a un désengagement total et dans les centres sociaux ou dans les équipements de quartier, on se retrouve à presque être seul à porter toutes les politiques publiques. Et on est associatif. Donc, on est en train de changer un poste qui était un poste d'animateur de vie sociale, de mise en animation, mise en vie d'un lieu, à des travailleurs sociaux qui doivent répondre à toutes les politiques publiques qu'on nous impose. Donc, c'est une réflexion voilà, que je pose ce matin. Donc, merci beaucoup, j'étais peut-être un peu longue. Donc énormément de polyvalence requise pour compenser effectivement des manques d'intervention. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je dirais sur votre bureau, des dossiers spécifiques liés par exemple à l'entrée du numérique dans la vie des jeunes et notamment des adolescents? Est-ce que c'est une nouvelle donne avec laquelle sur laquelle vous travaillez? Énormément, et avec l'IA encore plus qui va arriver, mais c'est aussi toute la lecture des médias. Là, vous avez toutes les associations, alors les collectivités locales, surtout on finance souvent des associations qui viennent avec ces projets-là. Les enseignants, ils ont énormément de projets différents sur la compréhension des médias, sur le numérique, effectivement, la crainte des parents du numérique, c'est-à-dire que le numérique est vu d'une façon très dangereuse auprès des jeunes, au lieu de l'avoir comme quelque chose d'éducatif aussi, et que de toute façon, ça va faire partie de leur monde. Donc, il faut qu'on recrée des liens sur le numérique peut être positif et où sont les dangers, et pas juste dire le numérique égale danger. Et ça, c'est aussi la parole d'adulte à modifier, mais à donner confiance. Mais effectivement, il y a du danger avec le numérique et il faut le repérer, il faut savoir où il est, et il faut que le jeune puisse le savoir. Mais on a des politiques publiques sur le jeune face à l'espace public, sur le numérique, sur comment à trouver le jeune, puisqu'aujourd'hui, peut-être on a des jeunesses qui sont dans les espaces publics, mais on a énormément de jeunes qu'on n'arrive plus à voir et à attraper. Et c'est là qu'il faut que toutes les politiques, on essaie de chercher avec les partenaires, mais c'est pas si simple. Merci beaucoup, Émilie Cuchel. Vous restez en ligne aussi longtemps que vous le souhaitez. On va regarder la vidéo d'une interview qu'on a faite cette semaine avec Julie Valin, qui est désormais déléguée territoriale de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, mais qui juste avant, quand elle était docteur en sciences politiques, enfin elle l'est toujours, à l'Université de Lille, a conduit pour le compte de l'INJEP une étude sur justement l'info-jeune au quotidien. On a beaucoup parlé d'info-jeunesse, on était en relation en duplex avec eux hier depuis Paris, et en l'occurrence, ils sont peut-être aussi une porte d'entrée majeure des jeunes vers nos systèmes et nos dispositifs. Julie Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui déléguée territoriale de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Mais avant cela, vous étiez chercheur en sciences politiques. Et en 2021, avec le CERAPS, vous sortez une enquête qui s'appelle l'information jeunesse au quotidien. Alors l'information jeunesse aujourd'hui, c'est environ 1200 structures dans les territoires. On était hier avec Emmanuel Mourlet en direct du premier congrès de l'info jeunesse à Paris. Alors, première question, pourquoi c'était intéressant pour vous en 2021 de vous pencher sur ces métiers de l'information jeunesse?
Bonjour et merci de votre invitation. Cette étude, elle a effectivement commencé en 2021. Elle a duré à peu près 2 ans en tout et pour tout. Et en fait, c'est une idée de l'INJEP, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, que vous connaissez ici toutes et tous, hein, qui produit un ensemble de données à la fois quantitatives et des rapports, des enquêtes de terrain qualitatifs sur les politiques de jeunesse et d'éducation populaire en France. Là, j'étais en échange avec un chargé de mission, études et recherche de l'INJEP, Jordan Paris, à ce moment-là, qui avait travaillé depuis plusieurs années déjà sur la question des politiques territoriales de jeunesse. Et donc, à ce titre, il a été amené à travailler, à conduire des études sur les politiques de jeunesse à l'échelon régional, à l'échelon départemental, dans certaines communes, dans différents territoires partout en France. Et au gré de ses études, lui est apparu un acteur récurrent mais très peu documenté, qui était l'informateur ou l'informatrice jeunesse, et plus largement le réseau IJ, comme un réseau finalement qu'il croisait souvent dans les instances de politique territoriale de jeunesse, sans réussir toujours nécessairement à en déterminer les contours, ou en tout cas sans réussir à trouver de la littérature actualisée sur ce réseau. Il y avait déjà des productions qui existaient sur la genèse du réseau, sur son histoire, sur peut-être la partie la plus numérique de son travail avec les points cyber à la fin des années 90, début des années 2000. Mais finalement, l'actualité du réseau IJ, ce que font les informateurs, informatrices jeunesse dans les points info jeunes, dans les bureaux info jeunes, ce qui s'appelle maintenant les structures info jeunes, et puis à d'autres échelons, hein, l'échelon régional et l'échelon national, l'ECRIJ et ce qui était alors l'UNIJ et qui est devenu maintenant Info Jeunes France. Tout ça apparaissait comme très flou, et c'est de ce constat que Jordan est parti pour me solliciter et venir travailler sur l'information jeunesse. Pourquoi on a travaillé ensemble? Puisque moi, je travaillais déjà sur les politiques municipales hein, depuis une petite dizaine d'années, en sociologie de l'action publique. Donc, ça veut dire qu'on observe et on discute avec les acteurs qui fabriquent les politiques locales. Et j'avais travaillé notamment sur des questions, je commençais à travailler sur les questions de sociologie du travail ou sociologie des professions, plutôt des professionnels de l'action publique à l'échelon local. Donc c'est en dialogue ensemble d'abord, puis avec les équipes du CERAPS, donc le laboratoire lillois de sciences politiques dans lequel j'étais à ce moment-là, et évidemment avec le réseau Info Jeunes France, qu'on a défini les contours de cette étude en se disant qu'il apparaissait important de pouvoir éclaircir ce qu'était le métier d'informateur, informatrice jeunesse d'un point de vue scientifique. Avec l'idée que le réseau Info Jeunes France travaillait déjà à ce moment-là sur la production à un référentiel métier, sur l'idée de faire reconnaître ce métier, cette profession, qui n'en est pas une au sens juridique du terme, mais qui en est une dans les faits. Donc il y avait ce travail-là en cours chez eux. Pardon. Donc voilà, notre proposition d'étude faisait écho à ça. Et du coup, comment ça s'est mis en place? Eh bien, on a proposé de travailler sur 4 structures information jeunesse euh, dans 2 régions différentes, une dans le nord et une dans le sud. Et puis, avec deux types de structures, des structures plutôt publiques, donc des points information jeunesse en mairie, municipaux, et d'autres plutôt privés, donc l'un en centre social et l'autre dans une mission locale. Et c'est là-dessus qu'est partie l'enquête. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps, 2 semaines au moins, avec chacune des informateurs, informatrices jeunesse dans ces 4 structures. Et c'est à force d'observer, de discuter, de réaliser des entretiens avec elles et eux, euh, qu'on a nourri la matière, qu'on a produit la matière qui a permis de réaliser ce rapport. Et de leur point de vue, du point de vue des informateurs jeunesse, entre guillemets, avec lesquels vous avez travaillé, il y avait beaucoup de différences dans la manière dont ils percevaient leur propre métier ou leur propre mission? Alors ça, c'est vraiment les résultats du rapport, hein, c'est de se dire que oui, ils font bien le même métier, mais que c'est pas forcément flagrant au premier coup d'œil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé l'étude, dans les 4 structures, j'ai vu 4 manières tellement différentes de faire le métier que j'en étais moi-même pas convaincue hein, du fait que ce soit bien le métier. Néanmoins, en passant du temps, en observant et en discutant avec elles et eux, il y a des points de convergence très forts qui apparaissent et qui font comment dire, le squelette hein, de ce métier, ce qui est écrit aussi dans le référentiel métier, dans la charte information jeunesse.
Le premier point, c'est l'accueil, hein. Tous et toutes accueillent des jeunes dans leur structure. Ils les accueillent de différentes manières. Ils les accueillent physiquement, ils les accueillent individuellement, collectivement. Et peut-être qu'il y a là-dessus quelque chose d'un peu hybride, hein, entre le modèle de l'animateur jeunesse qu'on retrouve dans les mairies, dans les centres sociaux, etc., qui a un rapport collectif aux jeunes, et l'informateur jeunesse qui vient rapporter une touche de lien plus individuel. Ou en tout cas, quand on a le label IJ, on est outillé pour faire de l'individuel dans des cadres plus collectifs. Ça, c'est un point important. Et puis de l'accueil numérique, que ce soit parce qu'il y a un équipement numérique dans les points information jeunesse qui permet aux jeunes, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs, d'avoir accès à l'informatique et à Internet et à tout un tas de services en ligne, et aussi un accompagnement, hein, vers le numérique, mais aussi un accueil numérique, c'est-à-dire un accueil virtuel. Que ce soit par le label Promeneur du Net, hein, qui est porté par la CAF, ou simplement par voilà, l'utilisation agile des réseaux sociaux par les informateurs, informatrices jeunesse. Ce point-là de l'accueil, il est commun à toutes et tous. C'est ça, l'information jeunesse, c'est savoir accueillir des jeunes pour ensuite les orienter vers différentes structures, différents partenaires en fonction des besoins. Un deuxième point, si je peux continuer dans Bien ce sûr. point commun, hein, ce qui fait qu'il y a bien un métier d'informateur, informatrice jeunesse, c'est que tous et toutes sont là pour rendre service de différentes manières. C'est-à-dire à la fois, euh, ils rendent service aux jeunes, bien sûr, ils les orientent vers des différents domaines, le logement, l'emploi, les loisirs, le voyage, la santé, enfin voilà, toutes les neuf thématiques sur lesquelles les informateurs et informatrices informent les jeunes, mais aussi ils rendent service à leurs collègues. Ils sont polyvalents, polyvalentes, ils viennent dans une équipe euh, faire le lien entre les jeunes et les équipes, faire peut-être donner parfois un supplément d'âme à une structure qui serait prise dans une gestion très quantitative de l'accueil des jeunes. Je pense ici à, bien sûr, ce qui peut se passer dans une mission locale. Avoir un informateur ou une informatrice jeunesse dans une mission locale, c'est apporter un peu plus de travail qualitatif, un travail un peu moins décompté, un peu moins segmenté. Quelque chose qui fait plus de liens aussi. Mais c'est aussi parfois être la colonne vertébrale de son projet social, quand un projet social de centre social s'articule autour du travail d'un informateur ou d'une informatrice jeunesse. Et puis, dans une structure municipale, on a là des gens qui rendent service à la collectivité en général, hein, puisque ce sont finalement parmi les plus rares agents à faire le lien à la fois entre le terrain et la direction de projet. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur le terrain au plus proche de l'accueil des jeunes et des publics, des administrés, comme on dit dans une mairie, et à la fois ils peuvent être en capacité de diriger tout un projet sur un été, par exemple, voilà. Et donc faire un travail plutôt de cadre. Et donc on a là des professionnels qui sont très polyvalents, polyvalents dans la largeur des thématiques qu'ils embrassent, mais aussi dans les différentes tâches qu'ils peuvent faire, hein, du plus bas du terrain jusqu'à des tâches plus stratégiques et plus voilà, de coordination de projet. Donc ça, cette polyvalence, finalement, elle peut amener à faire des tâches très différentes qui donnent l'impression que ce sont pas les mêmes métiers d'une structure à l'autre, mais finalement, c'est un point commun de tous les informateurs, informatrices jeunesse que d'être des acteurs pivots de leur structure. Et puis, dernier point qui est important dans la définition de ce métier, c'est que ce sont des acteurs qui vont dehors, qui sont, comme on dit dans les politiques sociales, dans l'allée vers. Ils vont au-devant des, des administrés, des usagers de leur structure, à la fois dans le cadre du travail partenarial, hein, pour nouer des liens et créer du partenariat, mais à la fois pour aussi travailler avec l'éducation nationale, avec d'autres acteurs de l'insertion, etc. Voilà, donc ils sont au dehors, ils vont créer du partenariat, ils vont créer des liens avec les jeunes et avec les partenaires. Bon, ça a rien de finalement de très original par rapport au travail d'animateur, animatrice jeunesse. Peut-être dans certaines structures comme les centres sociaux où je travaille aujourd'hui, ça paraît évident. Quand on est dans une mission locale, quand on est dans une mairie, c'est peut-être moins évident et les animateurs, informateurs, informatrices jeunesse peuvent faire ça. Dernier point, hein, ce qui peut paraître enfin commun, et ça c'est vraiment le fruit de notre analyse, plus que ce qui est écrit dans les textes de l'information jeunesse, c'est que les informateurs et informatrices jeunesse apparaissent, en tout cas là où on les a observés, comme des gens qui sont à un
point intermédiaire de leur carrière. Une partie d'entre eux ont été emploi jeunes pour les plus anciens, ont suivi des services civiques, encadrent même des services civiques, et sont à un moment où ils sont pas encore cadres, hein, ils sont en statut d'animateur, mais peut-être qu'ils vont le devenir. Et d'ailleurs, si on regarde leur hiérarchie, si on regarde les personnes N+1, N+2 de ces gens-là, qui sont devenus des cadres des politiques de jeunesse, que ce soit dans le centre social, dans la mission locale ou dans la municipalité, eh bien ces gens-là ont occupé précédemment le poste d'informateur, informatrice jeunesse. Et donc on voit là aussi un poste, un label qui vient qualifier un poste d'animation jeunesse, le requalifier pour des trajectoires qui vont s'orienter vers des cadres des politiques territoriales de la jeunesse. Et ça, c'est aussi le fruit de notre analyse que de dire que cette polyvalence que je décrivais plus tôt, cette capacité à être en lien avec différents partenaires publics, élus, techniciens sur différentes thématiques et à jongler comme ça avec les postures, finalement est un accélérateur ou un espace au moins de professionnalisation au métier de l'encadrement des politiques de jeunesse. Ce qui m'amène au dernier point, à la dernière question, en l'occurrence, que faut-il retenir de ce travail qui soit de nature à éclairer euh, celles et ceux qui conçoivent ou pilotent des politiques de jeunesse sur le plan territorial? Je vous remercie pour cette question. C'est vraiment la question qu'on s'est posée au moment de l'écriture du rapport, savoir à qui s'adresse ce rapport. Et pour nous, en tout cas, tel qu'on l'a conçu avec Jordan Paris, avec les collègues du réseau Info Jeunes France et avec les collègues du CERAPS, c'est de se dire que ce rapport, il s'adresse aux décideurs locaux, aux décideurs municipaux, aux responsables d'associations qui voudraient utiliser le label InfoJeune dans leur structure, à la fois en leur présentant la variété des possibilités, la plasticité de ce mandat en fait, hein. C'est un mandat plastique qui est adaptable à différents types de structures. Ça, c'est le gros avantage du label IJ, c'est qu'il est suffisamment large pour qu'il puisse s'adapter à différents contextes et venir apporter tout ce que je disais, hein, des choses différentes en fonction des besoins, mais aussi les mettre en garde contre les effets pervers de cette plasticité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est polyvalent qu'on doit être bouche-trou. Et c'est un peu ça le message du rapport, c'est de se dire que la polyvalence est une richesse. La polyvalence est une richesse parce que on a finalement assez peu de postes dans une mairie, par exemple, qui permettent autant de polyvalence entre les aspects terrain et les aspects bureaux, entre la jeunesse et d'autres, faire le lien avec d'autres secteurs d'intervention. Jeunesse et politique de la ville, jeunesse et culture, jeunesse et démocratie locale, jeunesse et logement, etc. Vous voyez tous les ponts qu'on peut faire quand on est en information jeunesse. Donc ça, c'est une richesse. Pour autant, il ne faut pas venir faire le travail des autres à leur place. Il ne faut pas venir boucher les trous d'un service public en crise, d'un service public exsangue, d'un service public en difficulté. Il faut vraiment pouvoir faire en sorte que l'informateur et l'informatrice jeunesse viennent apporter quelque chose de plus et non pas boucher les trous. Donc ça, c'est le message fort de ce rapport. C'est comment faire pour ne pas faire souffrir les professionnels de l'IJ, ne pas les mettre dans un rôle de bouche-trou, parce que ce sont les seuls, ou parmi les derniers, qui ont encore un contact direct de guichet humain à humain dans une collectivité, alors que tous les guichets se ferment, les guichets de l'État, les guichets de la préfecture, etc. Donc certains, et on le retrouve dans le rapport, hein, croulent sous les demandes d'interaction physique, sur les demandes de guichet, qui sont évidemment une partie de leur métier, mais métier qui ne peut pas se réduire à ça. Donc voilà, essayez de faire en sorte, après avoir lu ce rapport, de mettre des garde-fous pour que l'informateur, l'informatrice jeunesse puisse vraiment apporter quelque chose en plus à la structure et non pas venir colmater les brèches dont il n'est pas responsable. Merci beaucoup, Julie Valin. Je rappelle effectivement le titre de votre enquête, l'information jeunesse au quotidien, au CERAPS, avec le soutien, vous l'avez dit, en introduction de l'INJEP. Euh, eh bien, j'invite évidemment tout le monde ici à s'en saisir, à le lire, et il sera mis en ligne sur notre site web dans les minutes qui viennent. Merci encore, Julie Valin. On vous souhaite Merci à une vous. excellente journée. Merci de vous être prêté à cet exercice de l'interview et on vous dit à très bientôt. Merci, très bonne journée.
Voilà, et comme promis, effectivement, ce rapport est en ligne sur le site de Noche Pro. Alors, on va voir, il y a une réforme du BPGEPS qui est en cours, c'est la flèche du bas. Vous avez la main, Aline Vidali, vous êtes conseillère jeunesse à la Dragesse Auvergne-Rhône-Alpes, référente pour les métiers de l'animation, en suivi des BPGEPS et en charge de l'application de la réforme. Vous avez de larges épaules. Donc, on a beaucoup parlé de polyvalence. Est-ce que petit à petit, cette réforme du BPGEPS va permettre d'avoir une vision peut-être plus claire, flèche du bas, peut-être plus claire et plus organisée de ces métiers? C'est à vous de nous le dire en 10 minutes chrono, c'est le défi. Bonjour à tous et toutes. Premier petit point, je le reprécise juste, hein, je suis conseillère d'éducation populaire et jeunesse. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est important aussi de le resituer. Donc c'est le titre des fonctionnaires d'État dans le champ technique et pédagogique de jeunesse et sport. Alors, c'est un exercice compliqué que de vous parler aujourd'hui de cette réforme, puisque c'est juste une introduction, mais en fait, on est dans une réforme qui se construit depuis 2 ans, mais pour laquelle le texte final n'est pas encore publié. Donc je suis dans un exercice périlleux aujourd'hui de vous présenter quelque chose qui n'est pas encore officiellement validé. On a juste un texte qui a été voté en commission paritaire consultative. Donc voilà, c'était juste une introduction, je voulais rappeler. Alors, en très succinct, ce document, je pense qu'il vous sera envoyé par la suite, donc je ne vais pas le relire, hein, mais on est dans un cadre juridique qui fait référence au cadre général de la formation professionnelle qui a beaucoup bougé ces dernières années, notamment avec 2 lois en 2014 et 2018 qui ont vraiment reconstruit complètement et reconfiguré le système, autour notamment de l'enregistrement dans un répertoire national des certifications professionnelles qui passe désormais par une construction en bloc de compétences. Et c'est dans ce cadre-là que cette réforme a été pensée. Du coup, je sais plus, ça marche plus. Tournez-vous vers moi. Je n'arrive pas à avancer. C'est là. Alors, juste pour resituer peut-être, en attendant que ça bouge, c'est bloqué. Voilà. Je vais juste remis la définition du bloc de compétences. Au sens juridique de la loi, c'est vraiment un ensemble homogène et cohérent de compétences qui contribue à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et qui peut être évaluée et validée. Alors, rien qu'avec cette définition, vous pouvez comprendre comment ça a pu être compliqué de raccrocher ça au champ de l'animation qui est tellement pluridisciplinaire, avec de multiples formes d'intervention. On a, dans le champ particulier de la jeunesse et des sports, qui donc, ça vous aura pas échappé, est désormais de nouveau dans un ministère à part, hein, sport, jeunesse, vie associative, depuis la dernière configuration. L'enjeu, c'est simplifier, réduire et rendre plus lisible l'offre de certification. Donc ça, c'est vraiment le cadre juridique qui a été posé au ministère, qui, pour le champ jeunesse et sport au niveau des formations, est piloté par la direction des sports. Alors, en synthétique, je voulais juste resituer les enjeux. On est dans le cadre, dans cette nouvelle réforme de la formation professionnelle, des logiques en fait de France Compétences, la nouvelle agence qui a été positionnée sur ces champs. Et donc, ce qui est vérifié pour chaque diplôme, ce n'est pas spécifique à notre domaine, c'est quelle adéquation avec la demande du marché du travail, quelle dynamique à l'œuvre. Du coup, est-ce qu'il y a un volume d'emploi significatif pour tel ou tel diplôme? Qui serait le certificateur pertinent? Donc, en l'occurrence, quel ministère ou entité autre? Quel type de certification? Comment je l'articule avec les autres diplômes qui sont proposés dans le champ? Donc les logiques de passerelle, de bloc, etc. Et quelles évolutions prévisibles. Donc c'est tout ça qui a été en filigrane du dispositif. Pour le champ de l'animation, donc on a des personnes représentées des professionnels employeurs, salariés et du ministère, grosso modo. Ce qui a été acté, c'est que dans le cadre des BPGEPS, on est à la fois sur une porte d'entrée vers l'emploi dans l'animation, un début de parcours professionnel pour un certain nombre qui pourra se compléter par la suite, et aussi une boussole pour faire évoluer les trajectoires individuelles. On l'a vu avec ce qui vient d'être présenté sur l'info jeunesse, qui est un peu un champ intermédiaire. Donc c'est vraiment ces 3 niveaux qui ont été pris en compte. Alors je rappelle juste, en très succinct, mais je pense que tout le monde ici a un peu connaissance de cette logique. Aujourd'hui, dans l'état actuel de la construction des diplômes, on a 4 niveaux de diplômes, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Au niveau de la nomenclature, le CPGEPS, les BPGEPS, le DEGEPS, les DESGEPS. Je les ai remis en termes de cycle, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on va y passer très très longtemps, mais pour le champ des BPGEPS qui nous occupe aujourd'hui, on avait 5 mentions différentes: loisirs tout public, animation sociale, animation culturelle,
éducation à l'environnement, développement durable et cirque. Donc, comme vous le voyez, on voit à la fois plutôt des publics ou plutôt des démarches et des outils d'animation. On arrive avec cette réforme donc, qui est toujours pensée en lien avec le champ du sport, hein, puisque tous nos diplômes depuis 2003 sont pensés en transversal sport-animation, avec 2 blocs de compétences qui doivent être communs avec le sport, donc les BPGEPS du champ du sport, et un choix qui est laissé aux acteurs des différents champs pour les autres qui sont spécifiques. Alors là, je vous ai juste remis un peu la démarche pour comprendre comment ça marche, la construction d'un diplôme, parce que je pense que c'est important de revenir à ça aussi, aux procédures. Donc, en pratique, toute la réforme que je vais vous présenter ensuite, ça a été pensé depuis plus de 2 ans. D'abord avec des groupes de travail qui représentent les différents acteurs du champ, qui ont d'abord proposé en fait un référentiel d'activité professionnelle, c'est-à-dire dans le métier, on fait quoi. Ensuite, un référentiel de compétences, ça renvoie à quelles compétences précises. Puis un référentiel d'évaluation qui est celui qu'on va nous travailler dans les DRAGES notamment, enfin les 3 vont travailler, mais pour l'organisation des épreuves de certification. Et tout ça a donc été présenté en commission paritaire consultative qui, comme je l'ai dit, regroupe les différentes institutions. Donc pour le champ jeunesse et sport, on a eu une présentation récemment en avril, je reviendrai sur les dates tout à l'heure. Alors c'est quoi ce que sont dit ces groupes de travail pour ce nouveau BPGEPS, qui s'appellera Animation socio-éducative et culturelle, si donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de changement sur le texte. Il y a un peu un présupposé finalement que, en fait, dans tous les champs de l'animation, il y a des compétences qui sont transversales et qu'on peut identifier. Qui sont celles-ci, animer du collectif, s'engager sur l'inclusion de tous, adapter son action en permanence sur les différents publics, contextes, etc., s'appuyer sur des ressources et des démarches d'éducation populaire, et que finalement, on n'est pas tant sur une logique de spécialisation, mais d'action dans un réseau et un collectif. Donc ça, c'est les présupposés qui ont animé les groupes de travail sur le champ. Donc, je vous remets les dates ici. Donc, vous voyez, vous avez encore l'intitulé d'ancien ministère. Là, c'est comment ça s'est passé concrètement. Donc, les 2 ans de travail dont je vous ai parlé pour réfléchir. En avril, ça a été présenté en commission paritaire. On est dans l'attente là depuis septembre de la publication des textes et donc de leur entrée en vigueur. En attendant, et c'est le paradoxe, on a déjà une abrogation des différents diplômes précédents, c'est-à-dire que les derniers qui rentrent cette année, cette rentrée 2024 jusqu'à fin novembre, sont dans le format ancien. Ils vont être régis sous les dispositifs pendant encore 2 ans. Mais à partir du 1er janvier 2025, on est impérativement sur le nouveau diplôme. Donc, vous ne nous aura pas échappé qu'on a une question de délai un peu compliquée là. Voilà. Sur le calendrier, donc, ont été votés en CPC. Alors, je remets pour l'ensemble de la filière, mais je ferai un focus ensuite sur le BP. Pour le CPGEPS, pour le BPGEPS, différents BPGEPS préfigurateurs, celui qui nous occupe de l'animation, mais aussi la suite de l'activité physique pour tous et de l'équitation, et les 2 EGEPS, tout ça, ça a été voté entre avril et juin. Donc, on est dans l'attente des textes. Par contre, tous les autres diplômes, il y en a beaucoup dans le champ du sport, et le DEGEPS, sont encore en réflexion, en discussion. Donc, on devrait avoir très vite ceux qui sont en couleur, là, mais pour les autres, on est encore en attente. Alors, j'ai essayé de vous résumer les grandes lignes du nouveau texte tel qu'il a été transmis, donc celui qui a été voté en commission paritaire, hein, qui donc, en toute logique, devrait être celui publié, mais avec un petit bémol. Il y a plusieurs choix qui sont importants qui ont été faits. D'abord, par rapport à cette unicité du métier, du coup, on a sorti la compétence de direction d'un accueil collectif de mineurs du dispositif. Donc ça veut dire qu'il faudra aller chercher cette notion ailleurs. J'y reviendrai notamment avec le CCDACM qui a un certificat complémentaire. On a centré sur la responsabilité d'une action éducative. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'une culture générale, d'une polyvalence, ça a été dit, des différents environnements et donc de vraiment être capable d'exercer en transférant les compétences dans différents univers. Donc la capacité d'adaptation, des interventions. Et tout ce qui est autres compétences un peu spécifiques, qu'ils appellent ça compétences, connaissances expertes, du coup est pensé pour d'autres champs, notamment des certifications complémentaires qui sont portées ou non d'ailleurs par le ministère et tout ce qui est formation continue.
Donc, je prenais l'exemple de l'EEDD dans le document. On sait que pour l'éducation et l'environnement développement durable, où il y avait un BPGEPS, et où c'était assez confidentiel en termes de nombre de personnes formées, mais très spécifique et très pointu, il y a a priori une réflexion sur un certificat de spécialisation. Sans vous presser, il nous reste 2 minutes. Ok, j'y vais. Alors, le nouveau diplôme, il est structuré en 4 blocs. Donc, je vous les ai représentés là dans ce schéma. Donc, les 2 transversaux dont j'ai parlé sont pour le BC1 autour du projet. Donc ça, c'est ce qu'on connaît depuis toujours dans les diplômes, depuis très longtemps dans nos champs. Le deuxième, il est autour de la valorisation des activités et des projets de la structure. C'est une nouveauté en tant que telle, ce bloc-là. Le troisième, c'est pareil, ça rejoint les logiques de démarche qu'on a toujours eu dans nos diplômes, comment je construis une séquence. Et le dernier, il est atypique, c'est organiser et encadrer le vivre ensemble. Je vais revenir après. Donc ça veut dire que concrètement, le BC1 et le BC3, grosso modo, correspondent très largement à ce qu'on connaît déjà. Par contre, le bloc 2, c'est vraiment la montée en exergue d'une compétence qui n'était qu'une petite partie jusqu'ici du dispositif, donc autour de la communication et de la valorisation. Et le bloc 4, donc l'animation dans les temps de vie quotidienne, il est justement là pour faire le lien avec le reste de la filière et notamment le CPGEPS qui avait cette donnée dans son UC2. Autour de 2 focus sur des enjeux sociétaux pour des temps d'échange dans la vie quotidienne et sur les compétences psychosociales. Je vais passer vite sur ça, c'est vraiment les petits changements numériques. Donc on a moins d'heures en formation, plus en structure, et on a un certain nombre d'équivalences de droits qui ont été prévues avec les anciens diplômes, assez logiquement avec les blocs qui ne sont pas nouveaux. Donc les premiers enjeux qu'on voit, ça a été beaucoup travaillé à la fois entre collègues au national, entre collègues au régional, mais aussi avec les organismes de formation où on a déjà démarré un peu d'harmonisation. C'est d'abord, finalement, toute cette expertise accumulée des anciennes mentions, comment on peut encore la capitaliser et la penser pour la suite. Donc, on a un socle commun et une logique de polyvalence, mais comment on peut reprendre un peu cette expertise, peut-être à travers des colorations spécifiques. Donc, l'idée, c'est, bon, on aura en commun accompagner des publics à travers un projet dans une démarche d'éducation populaire, mais on peut imaginer des colorations spécifiques, ceux qui sont un peu experts comme les anciennes UC10. On aura aussi du coup, forcément, puisqu'on mutualise un très grand nombre de champs, une très grande diversité ou hétérogénéité des structures d'alternance potentielles dans une même formation. Donc ça va impliquer énormément de travail autour du diagnostic et de l'accompagnement des employeurs, des formations d'une durée importante et puis des renforcements de compétences des équipes de formation, là je parle. Et donc cette question des enjeux sociétaux et des compétences psychosociales, je voulais vous la mettre en exergue parce que je pense qu'elle répond beaucoup à tout ce qui a été dit depuis dans les différents temps que j'ai entendus ici et tout ce qui émerge au niveau des publics. Il y a vraiment un enjeu explicite de formation de la dimension éducative et citoyenne de la profession. Et ce qui est listé, c'est un peu toutes les thématiques classiques du champ, mais qui permettent de travailler aussi les problématiques rencontrées avec les jeunes, notamment, ou leurs idées et leurs propositions. Voilà, donc je ne vais pas vous les lister toutes, mais on voit bien qu'on a tous les sujets d'actualité. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est donc cette question de la direction d'accueil collectif de mineurs. Je pense que si la personne de l'ANDAV était là, elle aurait sans doute porté beaucoup de choses autour de cette question. Ouais, en tout cas, sur ce champ-là, c'est vraiment un choix des employeurs de le sortir pour faire, au niveau national, hein, pour faire court, c'est quelque chose qui venait beaucoup prendre de place dans le dispositif de formation par rapport à la dimension première qui est l'animation. Donc c'est un choix directement de valoriser la colonne vertébrale animation. En pratique, donc aujourd'hui, on va quand même avoir la possibilité de venir chercher aussi un certificat complémentaire de direction d'accueil collectif de mineurs, le CCDACM. Mais ça veut dire que pour un organisme de formation, il va falloir penser 2 dispositifs différenciés dans le même groupe. Ceux qui font que, entre guillemets, le parcours animation et ceux qui rajoutent cette dimension-là. Et le CCDACM n'est pas bougé pour l'instant, il n'a pas été inclus dans la réforme, il est annoncé pour d'ici à fin 2026 parce qu'il est le cadre est extrêmement succinct. Voilà. Donc ça pose des questions. J'ai fini. Merci, merci Aline, on vous applaudit.
quand même pas mal de polyvalence là encore. Est-ce qu'il y a j'entendais que vous aviez quelques réactions avant de donner la parole à Michel Éluvert pour avoir son retour sur ce qu'il vient d'entendre, puis à Benoît Coquille pour conclure. Est-ce que je vous entendais parler notamment sur l'accueil des mineurs? Enfin, En tant que représentant des collectivités, effectivement, pour nous, ça va être une difficulté, très clairement, y compris dans ce que j'évoquais sur la reconnaissance du métier. C'est-à-dire qu'un BPGEPS, c'est un niveau 4. Pour nous, c'est un niveau d'employabilité, on va dire, dans les collectivités qui correspond au niveau de directeur. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation d'incohérence. C'est-à-dire qu'on a un diplôme qui doit permettre, qui nous reconnaît dans la fonction publique comme étant un niveau d'encadrement, et le diplôme qui permet d'accéder à ces fonctions ne permet pas d'être directeur. Donc là, d'un point de vue de la cohérence et de la reconnaissance des compétences du métier, forcément, en tant que collectivité, je ne me positionne pas en tant qu'éducation populaire, association d'éducation populaire, je vois bien les enjeux pour l'éducation populaire. Donc ça pose un problème sur le métier, et ça pose un problème très pragmatique de financement. C'est-à-dire que quand on est employeur en tant que collectivité, le coût des formations professionnelles est très important. C'est des formations qui sont prises en charge par les collectivités. On est à 7-8 000, je ne sais pas combien on sera dans la future version, 7-8 000 euros par BPGEPS. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter un module, donc il va nous coûter plus cher. Et vous le savez, mais quand nos collègues partent en formation, il faut les remplacer parce qu'on a des taux d'encadrement. Ou alors, il faut fermer les structures quand on est en structure jeunesse qui sont un peu plus souples, on va dire, parfois. Donc, c'est une vraie interrogation à la fois sur la reconnaissance du métier et d'un point de vue très pragmatique sur notre capacité à soutenir la formation continue de nos agents, qui est un enjeu essentiel pour pouvoir assurer à la fois s'adapter, je m'arrête là-dessus, s'adapter à ce qu'on a évoqué, à toutes les évolutions, mais également pouvoir soutenir une qualité de service public d'éducation à la hauteur de nos attentes. merci Rosen. Benoît, puis Michel. Oui, merci. Moi, je voulais juste rajouter un point, puisque je vais parler tout à l'heure d'articulation, de construction des politiques publiques et d'articulation entre elles. Il faut rajouter le BAFA et le BAFD qui sont en face. Et une troisième dimension, le bac pro animation qui va être dispensé par des enseignants, pas par des professionnels. Et s'il y a des stages à faire, vous dépendez en tant que lycéen de votre chef d'établissement, donc vous ne pouvez pas faire le stage pendant les périodes de vacances, donc vous allez être sur le terrain uniquement en accueil périscolaire, mais pas dans une colo, par exemple. Donc, construire une politique de la formation, c'est regarder l'architecture du CPGEPS ou des ESGEPS, plus l'animation volontaire, plus la formation initiale publique. C'est très simple. Oui, ça a l'air. Michel, vous regardez ça de quel point de vue? Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, cofondateur du collectif Comité d'histoire du ministère de la Jeunesse et des Sports, auteur de Pour l'éducation populaire, et actuellement vous travaillez sur un autre ouvrage, Territoire d'animation. Qui s'appelle... Oui, ça marche. Ça marche. Qui s'appellera en réalité Territoire d'éducation populaire. Ah. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire brièvement? Parce qu'on vous retrouve ce soir pour un propos bien plus long. Vous pouvez vous noter que je ne suis plus tellement dans la course. J'ai commencé mes premiers stages d'animateur dans les années 50, dans des établissements de la jeunesse et des sports qui s'appelaient les centres régionaux d'éducation populaire. On ne s'appelait pas animateur, on s'appelait militant. Et c'est là où je reviendrai après. On faisait tout. Il y avait avec nous des ouvriers, des mineurs, des employés, des petits, des petits, des gens qui n'allaient pas au bac, qui avaient rarement dépassé le BEPC. Donc, vous voyez le niveau de culture vu par les intellectuels. J'en ai suivi des dizaines de danses folkloriques, de chants chorales, de cinéma, de photographie, etc.
Et j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de participer à l'université d'été de Peuple et Culture. Peuple et Culture, mouvement qui voulait rendre le peuple à la culture et la culture au peuple. Dans un crêpe aussi, à Oulgat, où j'ai rencontré deux personnages qui m'ont impressionné. Geoffroy Dumasdier. Bon, mais Geoffroy Dumasdier, pour un gamin de 20 ans, et Benigno Cáceres, qui m'intéressait beaucoup plus parce qu'il était comme moi, ouvrier, enfin fils d'ouvrier. Et Benigno, qui était un ancien de l'école de cadre du Riage, avec Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, m'a un jour, parce qu'il revenait toujours sur une expression qui m'interpellait, m'a décodé un adage des compagnons charpentiers. Benigno était compagnon menuisier. Cet adage, c'est « l'Orient vaut le trait ». Ça ne veut rien dire pour des non-initiés. L'Orient vaut le trait. L'Orient vaut le trait. Alors c'est quoi? C'est un adage des compagnons charpentiers. Le trait, c'est le travail qu'on fait. L'Orient, c'est la conscience qu'on a du travail qu'on fait. Et j'ai vérifié ça plusieurs fois dans ma carrière. Alors, pour vous l'expliquer, si je parodiais Peggy, je dirais que le tailleur de pierre sait qu'il bâtit une cathédrale. Le compagnon charpentier qui taille son madrier sait qu'il va coiffer la cathédrale et créer la flèche qui montera au ciel. Si je me mets à notre niveau intellectuel, l'employé de chez Lidl met des pâtons surgelés dans un four et vend des baguettes. Mais le boulanger fait du pain. C'est pas la même vision du métier. Alors, je suis passé un jour de l'autre côté de la barrière, je suis devenu inspecteur de la jeunesse et des sports, et j'ai connu ces gens qui avaient cette conscience de l'Orient. Les gens du DECEP, ceux qui faisaient le CAPAS, j'ai suivi énormément de gens du CAPAS, les candidats au DEFA, l'université les regardait un peu de haut, mais à 90%, un mémoire du DEFA valait un mémoire de maîtrise. Et au fil des temps, j'ai vu une dégradation des formations. Je prenais les BATEP, les DEPAD, qui étaient un peu des diplômes de sauvegarde, parce qu'il fallait trouver un emploi, une formation pour donner un emploi à des jeunes. Et je les ai trouvés un peu Canada Dry vis-à-vis de l'éducation populaire. C'est pourquoi, moi, je vous donne mon avis sur la réforme du BGEPS. Elle est indispensable, mais pas sous cette façon-là. Je voudrais que le BGEPS soit un diplôme fondamental de 3 ans. Le BPGEPS, diplôme fondamental de 3 ans, articulé selon le principe LMD des universités, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Les autres devenant le master et le dernier le doctorat. Et je voudrais que ces formations du BPGEPS, je le souhaiterais, c'est tout ce que je peux faire, nous donnent des techniciens de haute valeur en 3 ans. Je vous rappelle que les écoles normales formaient d'excellents instituteurs qui devenaient de très bons directeurs d'école en 2 ans. Alors si vous y mettez 3 ans, vous savez que ce sera encore mieux. Je le veux articuler en 3 étapes parce que contrairement à Rosen, je pense que de temps en temps, on peut changer d'orientation. Et en fonction du diplôme qu'on a, postuler pour d'autres choses. Et je dis, et je pense aux animateurs territoriaux, et je les plains. Parce que
si dans une mairie, vous trouvez un service administratif, des services techniques, une police municipale, ben, je suis désolé, vous ne trouvez pas le service de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et c'est quelque chose qui doit être créé, absolument. Il doit être au niveau des autres services. C'est pour ça qu'il faut des animateurs très compétents, des gens qui en veulent et qui savent faire. Alors vous allez me dire, c'est difficile. Moi, je vous réponds, non, c'est pas difficile du tout, pour 3 raisons. Les régions ont la maîtrise de la formation professionnelle. Rien n'interdit à une région de diriger ses fonds vers une formation d'animateur territorial, premièrement. Deuxièmement, les régions disposent ou vont disposer rapidement d'un outil de formation exceptionnel qui s'appelle le CREPS, qui a déjà montré toutes ses qualités et sa capacité à se diversifier. Et troisièmement, les régions ont l'aide du CNFPT qui vont amener l'essentiel, ce que j'appelle l'orient de l'animateur public, c'est-à-dire la notion de service public. Voilà. Merci Michel, on applaudit Michel. Je pense que... Comme dirait Bernard Laporte, on est revenu aux fondamentaux. Hein, je vous laisse réfléchir là-dessus. On retrouve Michel ce soir en compagnie de Jean-Pierre Faye, également sport, culture 21e siècle. Benoît Coquille, il vous revient la lourde responsabilité de conclure cette séquence. À l'appui de votre expérience dans les différents cabinets ministériels, vous avez vu bouger, enfin, se balader effectivement cette jeunesse, un coup ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport, vie associative, etc. Même question, hein, c'est-à-dire c'est quoi les défis de l'évolution, de l'adaptation de ces métiers de la jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a cette réforme dont on voit qu'elle pose question. En tout cas, voilà, elle essaye d'aller dans le bon sens et de doter les professionnels de jeunesse des compétences dont ils semblent avoir besoin aujourd'hui. Mais votre regard plus large sur l'évolution de ces métiers? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, depuis, vous l'avez marqué, j'ai un enseignement, un cours à Sciences Po, un petit cours, 2 fois 12 heures, un semestre par an avec 25 étudiants. Mais juste pour vous dire que quand j'ai proposé ce cours, la réaction a été de me dire « Super, mais on ne voit pas bien ce que vous voulez dire ». À Sciences Po? Oui. D'accord. Enfin, je précise, Ça au promet. master politique publique de l'école d'affaires publiques de Sciences Po Paris. Que du Voilà. bonheur. Et puis quand j'ai expliqué, là on m'a dit « Ah oui, c'est formidable, c'est évident qu'on va trouver ». Et je peux vous dire que j'ai des étudiants qui m'écrivent pour me dire quand arrive le moment où on s'inscrit pour les cours au choix, si dans les 2 minutes on n'a pas cliqué, il n'y a plus de place, est-ce que je peux quand même venir? Je vous jure. Il y a un Donc, effet concert de Taylor Swift. Exactement. Alors, je n'aurai pas l'influence sur les élections américaines, mais il y a une vraie attente. Il y a une vraie attente et une faible visibilité et compréhension par l'institution Sciences Po qui est assez symptomatique. Et c'était le point que je voulais un peu dérouler sur la manière dont j'ai vu les politiques de jeunesse se construire. D'abord, la réflexion qu'on a aujourd'hui, elle se fait dans quel cadre? C'est le cadre des politiques de jeunesse. Et le cadre des politiques de jeunesse, c'est d'abord la manière dont les politiques voient les jeunes. Alors évidemment, les jeunes, c'est un concept vendeur. Hein, qui n'a pas entendu quelqu'un dire les jeunes, c'est l'avenir? Mais au-delà du concept vendeur, c'est une cible qui est très complexe, les jeunes. Parce qu'on parle de tout et tout le temps, donc toute la vie des enfants à partir de 3 ans, et on peut aller, il n'y a qu'à voir les études de l'INJEP, parfois on s'arrête à 18, parfois à 25, parfois à 30 ans. C'est une cible qui est complexe parce qu'elle est assez invisible. Pensez aux réseaux sociaux. Entre l'entrée au collège, la fin du collège, le lycée, l'université, les jeunes ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux. Donc l'espace public qu'est les réseaux sociaux aujourd'hui, il est complètement fragmenté. Donc rentrer en dialogue avec les jeunes, c'est de plus en plus difficile.
Et puis, objectivement, c'est une cible qui n'est pas majeure. On peut se demander si les politiques de jeunesse, c'est des politiques pour les jeunes ou des politiques qui parlent des jeunes aux vieux. On peut se poser la question vraiment, et c'est pas une cible particulièrement perturbante. On va être un peu méchant pour les mouvements de jeunes, mais depuis le CPE, il y a 30 ans, aucun mouvement de jeunes sur une thématique jeune n'a fait reculer un gouvernement. Donc il y a une relation aux jeunes qui est assez compliquée. Après, il y a un partage des politiques de jeunesse. Vous prenez n'importe quel gouvernement, il n'y a pas un ministre qui n'a pas dans son portefeuille un sujet qui touche à la jeunesse. Donc on a de l'interministériel, on a les collectivités, on a des organismes majeurs comme la CNAF et les CAF qui interviennent. Donc il y a beaucoup de gens qui interviennent autour de la table et un ministère en charge de la jeunesse qui n'est en plus pas le plus puissant. Vous imaginez qu'une discussion interministérielle où vous mettez autour de la table l'intérieur, la justice, l'éducation nationale et le ministère de la jeunesse, c'est pas forcément le ministère de la jeunesse qui gagne, je vous apprendrai rien. C'est un ministère, c'est aussi des politiques qui se construisent beaucoup sans les jeunes, et ça a été dit, il faut le redire, même si il y a une force qui est quand même qu'on a une administration et une éminente représentante CEPJ qui est là, mais on a une administration qui est une administration avec une vraie expertise, avec des vraies compétences, avec une vraie connaissance du terrain et une vraie capacité à fonctionner en assemblée, comme elle aime le dire, et c'est vrai. Et troisième point que je vais évoquer, c'est les fragilités intrinsèques des politiques de jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une détermination possible des gouvernants à initier des politiques de jeunesse, à réformer, à donner des moyens. J'ai le souvenir de la période Covid, la perspective de 700 000 jeunes, c'est-à-dire une classe d'âge qui arrive sur le marché du travail en plein nouveau confinement, terrorisait complètement le gouvernement. Et s'il y a eu un plan qui s'appelait « Un jeune, une solution », c'est parce qu'il y avait une détermination gouvernementale interministérielle à trouver une solution pour chaque jeune. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intention sincère avec des moyens. Pour autant, il y a des difficultés. Les politiques de jeunesse elles se prêtent mal aux besoins de lisibilité de l'action publique et elles se prêtent mal aux besoins de chiffres. Julie Valin a parlé des missions locales tout à l'heure et de l'information jeunesse. De fait, la direction du budget préfère les missions locales parce qu'avec les missions locales, on a des chiffres. C'est un fait. Alors qu'un jeune qui arrive dans une structure d'information jeunesse et qui parle à un conseiller pendant une demi-heure de manière anonyme et qui repart, il ne rentre pas dans les stats. Exactement. Et ça, c'est absolument majeur. Je rappelle que le financement de l'information jeunesse par le ministère de la Jeunesse, c'est 7 millions. Le financement des missions locales, c'est 500 millions. Donc, oui, les jeunes qui sont suivis par les missions locales ont absolument besoin de ça. Mais que fait-on des 90-95% des jeunes qui vont bien? Ils sont hors radar. Et comment on fait pour qu'ils soient dans les radars? C'est pas forcément simple. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a une place, on parlait de l'éducation populaire, il y a une forme de méconnaissance, d'invisibilité des professionnels de jeunesse qui va avec le poids du ministère. Et on a une forme d'écrasement par rapport aux enjeux éducation, enseignement sup, travail, c'est-à-dire que la politique, les politiques publiques, le débat médiatique voient les jeunes comme des élèves, des étudiants et des entrants sur le marché du travail. Parler de tout le reste, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, partant de ça, me semble-t-il, il y a une question centrale qui est, on peut résumer comme ça, contournable ou incontournable, impératif ou accessoire. Garder les enfants, c'est incontournable pour que les parents puissent aller travailler. Faire un peu d'été, à voir. Ça peut être facultatif. Donner accès à l'éducation, c'est un impératif. Donner l'accès aux loisirs, à voir. Voilà. Et donc, du coup, j'aimerais vous soumettre en fait 4 questions qui sont venues. D'abord, une politique de jeunesse globale est-elle possible? Il y a des briques qui existent.
Il y a plein de choses qui sont faites, mais est-ce qu'on peut avoir une ambition globale, une cohérence globale? C'est quelque chose pour lequel il faut militer, mais qui est très sincèrement pas facile à faire, pas facile à concevoir, pas facile à porter dans les politiques publiques, même si c'est éminemment souhaitable. On voit bien que les expériences de délégués interministériels à la jeunesse ne sont pas forcément des réussites, que de conférences interministérielles à la jeunesse, ça a été préparé notamment avec le CNAGEP en 2017, les mouvements de jeunes, mais ça n'a jamais abouti ces dernières années. Deuxième question, est-ce qu'on peut viser des réformes globales audacieuses à l'intérieur des politiques sectorielles de jeunesse? On vient de parler du BPGEPS, j'évoquais le sujet du BAFA, le sujet du Bac Pro. Comment on fait pour qu'une réforme soit pensée de manière systémique? Et on a besoin de réformes systémiques pour le secteur. Comment on fait pour que ces réformes systémiques embarquent tout le monde? On a une éducation nationale qui a beaucoup de mal à penser des dispositifs dont elle n'est pas à l'origine, à ne pas se penser au centre. Et ça, c'est un vrai sujet. Troisième question, il n'y a pas que l'État. Donc, quelle est la responsabilité de l'éducation populaire et des collectivités territoriales? Objectivement, il y a des fragilités qu'il faut regarder en face. L'éducation populaire, elle a des valeurs, elle a des principes dans lesquels les Français se retrouvent. Et il y a une dizaine d'années, il y avait un sondage du CNAGEP, porté par le CNAGEP, qui montrait que les Français ne savaient pas ce qu'était l'éducation populaire, mais quand on leur citait l'action et les principes et les valeurs de l'éducation populaire, ils étaient à 100% pour. Donc comment on brise ce plafond de verre? Comment l'éducation populaire arrive à montrer ce qu'elle est, ce qu'elle fait? On ne sait pas combien il y a d'animateurs en France. On ne sait pas. Du côté des collectivités, quand va-t-on arrêter de former au BAFA des animateurs périscolaires qui vont être professionnels pendant 10 ans? Il y a des erreurs stratégiques, je vais dire quelque chose de désagréable, mais je pense qu'il y a une erreur fondamentale sur le SNU. Le SNU, c'est un dispositif hybride. L'État a besoin d'aide. L'État a des idées, mais on en fait ce qu'on en veut du SNU. Donc il y a un boulevard pour l'éducation populaire pour se saisir de ce dispositif et en faire ce qu'elle veut. Et une fois qu'on aura les moyens du SNU, ça fera du bien à tout le monde. Donc il y a un certain nombre d'erreurs, je le dis, je fais un peu de réel politique, je suis désolé, mais voilà. Et puis, dernier sujet majeur, comment on fait pour sortir les professionnels de l'éducation populaire, les professionnels de l'animation notamment, de l'invisibilité? Comment on fait la démonstration auprès des décideurs je disais, de l'importance d'un PEDT, l'importance de former les animateurs. Et je crois pour ça, il y a une alliance objective importante à avoir entre les services jeunesse, les collectivités et l'éducation populaire. Et peut-être juste pour conclure, après tout ça, toutes ces interrogations que j'ai posées, peut-être je me suis trouvé un peu négatif quand j'ai rassemblé des idées pour préparer cette intervention, mais quand même, je voulais juste conclure par quelque chose de beaucoup plus positif. Je pense qu'il faut que le secteur arrive à se donner les moyens de prouver la modernité de l'éducation populaire. Je suis absolument convaincu que le secteur, les politiques de jeunesse et les professionnels de jeunesse sont absolument en phase avec ce que les Français veulent pour leur propre société. Il faut le dire, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je pense qu'il faut y arriver parce que, je reviens à ce sondage CNAGEP, les Français ne le savent pas, mais ils ont besoin d'éducation populaire. Merci Benoît Coquille.